En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids. Ça fait poser des questions sur comment mieux s'alimenter et du coup, par extension, comment être sûr de la qualité de ce qu'il y a dans notre assiette, de la qualité nutritionnelle, de la qualité gustative, de ce qu'on va manger. Alors finalement, comment les villes du futur, comment les systèmes d'information du futur peuvent nous aider à améliorer notre alimentation, à faire en sorte que dans nos assiettes, on ait des produits sains et qui nous permettent de rester en bonne santé. Je vous laisse du coup entre de bonnes mains Valentin Nassens et Thibaut Poli qui vont vous parler du coup d'alimentation. Bonne conférence. Eh bien, merci Alexandre. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet sur l'alimentation. Donc, durant cette conférence, nous nous sommes posé une problématique. Comment les Smart Cities vont permettre d'améliorer et de changer notre façon de s'alimenter et de consommer. Non, juste, excuse-moi. Ah oui, donc le chrono. Ah, ok. Alors, non, c'est bon, merci Alex. C'est juste la télécommande qui galère. Ok, c'est bon. Voilà, c'est. Alors, durant cette présentation, donc, je serai accompagné de Valentin Nassens et de moi-même, donc Thibaut Poli. Cette présentation, nous avons décidé de la faire sur l'alimentation parce que c'est un sujet qui nous semble prendre une part de plus en plus importante dans les pensées collectives. De plus en plus de personnes se demandent si ce qu'elles mangent est sain ou non. Et c'est ce à quoi nous essaierons d'apporter des solutions durant toute cette présentation. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une introduction. Nous parlerons ensuite de la Smart City. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Nous parlerons ensuite des enjeux actuels liés à l'alimentation. Nous ferons un rapide détour par l'alimentation dans les villes, comment ça fonctionne, comment c'est organisé. Nous vous parlerons ensuite des solutions qui existent déjà et qui sont implémentées dans nos villes, les solutions futures. On fera un rapide détour par l'autosuffisance alimentaire pour vous présenter qu'est-ce que c'est et est-ce que ça nous semble plausible ou pas. Puis nous conclurons cette présentation. Alors, tout d'abord, nous savons qu'en 2050, il y aura plus de 2 tiers de l'humanité qui vivra dans les villes. Actuellement, ce chiffre est d'environ 55%. Donc, il y aura une part de plus en plus importante de citoyens dans nos villes. La planification urbaine se doit donc de repenser la manière dont sont fournis les services, mais aussi la façon dont la population obtient ces services. Le but de la Smart City va être de le rendre de façon durable et à un coût abordable. Aujourd'hui, l'industrialisation de l'agriculture, elle a permis un boom exponentiel. Ça a permis de redynamiser l'offre tant sur un plan quantitatif que qualitatif. Malgré cela, on remarque depuis la fin des années 1800, 1850 environ, l'humain, il devient de plus en plus connecté et les chaînes de restauration rapide qui proposent des menus qui ne sont pas forcément très équilibrés ni sains, mais qui sont très rapides à consommer et qui permettent d'obtenir un repas très facilement, ils se multiplient. On va donc essayer de répondre durant toute cette présentation comment dans le futur, l'homme, il construira un monde qui est de plus en plus connecté, où chaque seconde est précieuse puisqu'on peut avoir des milliers d'informations qui nous passent sous les yeux, avec une alimentation qui soit personnalisée, saine, mais aussi équilibrée. Est-ce que les changements entamés dans nos villes actuelles et futures, grâce à l'implémentation de nouvelles technologies, pourront nous aider à répondre à ces objectifs? Donc, tout d'abord, la Smart City. Qu'est-ce que c'est une Smart City? Une Smart City, c'est tout simplement une ville qui va utiliser des nouvelles technologies afin de gérer le mieux possible son organisation et les services qu'elle délivre à ses concitoyens. Le but de cela, ça va être d'intégrer une dimension environnementale tout en amenant une ville qui est plus intelligente. Je vais maintenant vous présenter les piliers de la Smart City. Donc, alors, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, 6 piliers. Donc, tout d'abord, l'économie. Donc, le but de la Smart City, ça va être d'avoir une économie locale. C'est-à-dire que le but, ça va être de rapprocher l'agriculteur
et le producteur et la personne concernée par la production, et de favoriser le circuit court. Ensuite, donc la gestion de l'humain. Donc la gestion de l'humain, ça va être en fait le but, ça va être d'apporter les meilleurs services possibles aux habitants de la Smart City. Donc que ce soit un meilleur enseignement, un meilleur accès à la culture ou favoriser le vivre ensemble. Ensuite, donc le but, ça va être d'avoir des citoyens intelligents et qui peuvent prendre des décisions. Par exemple, des assemblées générales auront lieu dans les villes et les citoyens seront des acteurs majeurs de la transformation de nos villes. Ensuite, la gouvernance ou la sécurité des données. Donc le but, ça va être d'être le plus transparent et de, encore une fois, laisser le citoyen participer aux décisions que la ville prendra. Ensuite, ça va être bien sûr de mettre l'environnement au centre de la ville. En effet, le but d'une Smart City, c'est d'améliorer l'environnement et aussi l'accès et la manière dont les services vont coopérer avec celui-ci. Ensuite, bien évidemment, c'est l'un des points les plus importants, la mobilité intelligente. Donc le but, ça va être tout simplement de favoriser l'accès à un transport durable interconnecté. Donc le but, ça va être de faire fonctionner les transports ensemble, mais tout en amenant un côté durable et fonctionnel dans le temps. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, la Smart City, elle est fortement liée au développement durable. Le développement durable, qu'est-ce que c'est? Je vais tout d'abord vous l'introduire. Le développement durable, c'est un mix. Le but, ça va être de mixer et de faire vivre en symbiose ces trois éléments, donc la société, l'économie et l'environnement. L'environnement et la société vont nous permettre d'avoir une santé et une écologie qui est viable, qui est vivable et viable. Ensuite, le but, ça va être de réduire les inégalités et de favoriser la solidarité et l'entraide. Ensuite, on va essayer d'avoir une ville qui est le plus viable possible, c'est-à-dire qu'elle aura des modes de production et de consommation qui permettront à chacun de ses habitants de vivre dignement et de façon décente. Donc voilà, la Smart City. Donc comme on vous l'a dit, pour nous, ça a un lien vraiment, ça a un lien avec le développement durable et ses objectifs sont liés. C'est-à-dire que le développement durable, avec la Smart City, ils vont avoir le but de favoriser la même chose qui va être de permettre à tous d'avoir une société vivable, viable et équitable. Je vais maintenant laisser Valentin vous présenter les enjeux liés à l'alimentation. Bonjour à tous. Alors, on va passer sur la partie enjeux de l'alimentation actuelle. Donc, d'abord, nous allons faire un rapide point sur l'alimentation. Qu'est-ce que l'alimentation? L'alimentation est le fait pour un humain de se nourrir de différents aliments composés de nutriments. Donc, ces nutriments, ils sont variés. Il y a les glucides, les lipides, etc. Donc, le but d'avoir une alimentation équilibrée est d'avoir la bonne dose et le bon mélange de ces nutriments afin que ceux-ci puissent nous aider à rester en bonne santé. Donc, passons aux 4 enjeux de l'alimentation. Le premier est la santé. En effet, la santé est fortement liée à l'alimentation car en ayant une mauvaise alimentation, de nombreuses maladies peuvent découler. Deuxième pilier, l'économie. L'économie est un enjeu clé de l'alimentation car, comme nous le savons dans notre société capitaliste, nous avons besoin d'argent pour pouvoir acheter nos aliments. Troisième pilier, l'environnement. Tous les aliments que nous consommons, c'est notre planète qui les produisons. Les viandes, les céréales, les fruits, les légumes, etc. Donc, si nous ne respectons pas celles-ci, comment pourrons-nous nous alimenter dans le futur? Pour finir, la malnutrition, qui est un enjeu clé de notre siècle, comme je vais vous l'expliquer dans la partie suivante. Donc, premier enjeu, la santé. Quelques chiffres pour vous expliquer en quoi la santé et l'alimentation sont liées. En France, un tiers de la population de plus de 18 ans sont actuellement en surpoids. Et ce ne va pas diminuer avec le temps,
puisque effectivement, depuis 15 ans environ, le poids moyen d'un Français a augmenté de 3,6 kilos. Donc, on peut se demander, comment dans un monde actuel où encore 800 millions de personnes souffrent de la faim, comment est-il possible que nos pays développés font face à des problèmes de surconsommation et de mauvaise santé alimentaire? Passons maintenant au point économique. Quelques chiffres pour commencer. Donc, 21% du budget des Français est consacré à l'alimentation. Mais ce n'est pas tout. 21% représente pour un Français moyen, mais pour les Français les moins aisés, cette part est beaucoup plus importante. Ça représente aux alentours de 30% de leur budget, ce qui est une part d'autant plus énorme pour ceux-ci. Donc, comment ceux-ci vont-ils pouvoir avoir accès à une alimentation saine également? De plus, 3,5 millions de personnes ont actuellement besoin d'avoir l'aide de l'État, comme par exemple, on peut citer les associations du Resto du Cœur, etc., pour pouvoir se nourrir correctement au quotidien. Donc, l'enjeu ici, c'est comment les inégalités budgétaires ont-elles un impact sur la façon de s'alimenter et comment réduire cet impact en France. Troisième enjeu, l'enjeu environnemental. Actuellement, l'industrie alimentaire, que ce soit les restaurants, les consommateurs, ainsi que l'agroalimentation, produit plus de 10 millions de tonnes de déchets par an. Donc, ce coût est énorme. Le coût pour gérer tous ces déchets est énorme. Plus de 16 milliards d'euros par an. Donc, comment dans une planète, comment faire que notre planète qui est actuellement touchée par le réchauffement climatique et que ses ressources naturelles s'amoindrissent, comment pouvons-nous produire autant de déchets? Comment éviter que ces déchets soient endommagent celles-ci? Comment les recycler? C'est un enjeu clé de l'alimentation actuelle. Dernier enjeu, la malnutrition. En effet, 1/5 des décès sont liés à l'alimentation, ce qui représente plus de décès que le tabac et l'alcool réunis. Dans les siècles précédents, la malnutrition concernait plus les gens souffrant du manque de faim. Mais depuis quelques années, ce chiffre a changé. Il y a plus de personnes souffrant de malnutrition due à une surconsommation ou une mauvaise alimentation que de personnes souffrant de la faim. Pour comparatif, c'est 800 millions de personnes souffrant de la faim et 1,4 milliard souffrant de malnutrition, de surpoids. Donc, maintenant, nous allons passer aux différentes solutions existantes. Alors, donc au niveau des moyens de production, donc on sait que l'homme depuis le début du 19e siècle environ, non, jusqu'au début du 19e siècle, pardon, l'agriculture elle était autosuffisante. C'est-à-dire que on prend l'exemple d'une ville comme Arras par exemple, une ville comme Arras était capable de produire et de nourrir toute sa population sans aucun problème. C'est-à-dire que les surplus commercialisés, par exemple les produits comestibles que l'on va vendre, représentaient une partie infime de la production. On peut dire que c'était une agriculture familiale. La révolution agricole qui a eu lieu dans les années, dans les dernières décennies, elle a pas seulement entraîné un changement technique et technologique, mais elle a aussi amené les agriculteurs et les personnes travaillant dans les champs à changer leur façon de penser et à changer leur esprit. On est beaucoup plus passé d'un moyen de production familial, comme je l'ai dit, à un moyen de production où le but a été de gagner de l'argent, de faire du rendement et de la compétitivité. D'ailleurs, on peut dire que ces méthodes se sont intensifiées au détriment d'autres méthodes qui étaient déjà en place auparavant, comme la polyculture vivrière ou la symbiose du milieu rural. Toutes ces méthodes-là, elles existaient déjà, mais on les a oubliées pour intensifier notre agriculture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ça le... Tu peux le faire? Ça, je sais plus non plus. Non, merci. Alors, comme je vous l'ai dit, ces moyens de production, ça tend à changer. En fait, pourquoi ça tend à changer? Bah, parce que la société, les consommateurs, ils ont de nouvelles envies. Les consommateurs, ils ont envie de savoir quel type de produits ils mangent, d'où ils viennent, comment ils ont été traités durant leur production. Tout cela, c'est des besoins qui sont nouveaux. Donc, l'agriculture durable, elle se développe et les moyens de production qui ont été autrefois abandonnés, comme la permaculture, qui a été par exemple présentée par Dimitri, Rémi et Charles, revient au goût du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient sur des techniques d'il y a plus de 200 ans. Comment cela se fait-il? Eh bien, parce que les habitants le demandent et c'est ce qu'ils veulent. Donc, les paysans, ils commencent à s'organiser, à s'assurer, à se financer, à échanger ensemble. Donc, autour de coopératives agricoles ou de coopératives d'utilisation du matériel agricole. Tout ça pour échanger le matériel, échanger leurs informations, etc. Et pouvoir concurrencer tous les grands groupes qui se sont mis à la production de masse et au rendement. Nous Et- allons, maintenant passer aux recommandations de l'OMS. Donc, l'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé. Donc, si un organisme aussi important s'intéresse aujourd'hui à l'alimentation, c'est bien que c'est un enjeu clé de notre siècle. Donc, l'OMS, en 2003, a fait des recommandations afin d'avoir une alimentation plus saine. L'une des plus connues est manger 5 fruits et légumes par jour, mais nous pouvons en citer d'autres comme trop produits laitiers, ni manger ni trop gras, ni trop sucré, etc. Grâce à ces recommandations, les différents gouvernements ont compris que c'était un enjeu clé de notre siècle. Si bien que de nombreuses campagnes publicitaires ont pu être mises en place, telles que en France, comme vous avez dû voir il y a quelques années, il y a 10 ans environ, et aux États-Unis, etc. Passons maintenant aux labels. Les labels. Donc, qu'est-ce que sont les labels? C'est tout simplement quelque chose pour garantir un cahier des charges. Donc, on a un petit problème de régie. Ah, c'est bon, c'est revenu. Vas-y, Valentin, je te laisse reprendre. donc on va recommencer pour les labels. Donc, qu'est-ce que les labels? Les labels, c'est tout simplement quelque chose pour garantir un cahier des charges. Donc, pourquoi vous voulons garantir un cahier des charges? Car les consommateurs veulent plus en plus de traçabilité, de savoir comment ont été produits leurs produits, où ceux-ci ont été produits, leur empreinte écologique, etc. Donc, pour citer quelques labels, on peut citer l'un des plus connus, le label certifié agriculture bio. Par exemple, il y a aussi le label rouge, ou pour les appellations de zones géographiques protégées. Ces labels ont certaines limites, car comment vous pouvez savoir que quelque chose qui est issu de l'agriculture bio que vous consommez en France est produit au Brésil, comment pouvons-nous savoir qu'il y a un meilleur impact sur notre environnement que sur un aliment tout aussi issu de l'agriculture biologique, mais celle-ci n'étant pas labellisée, que ce label a également un coût? Comment faut savoir que cet aliment est meilleur que l'autre? Donc, ces labels ont également des limites. Donc, maintenant, passons aux applications. Depuis 2017, une application indépendante s'appelant Yuka a été mise en place sur le marché. Pourquoi elle a été mise en place sur le marché? Car il y a eu, il y a quelques années, une mise en place d'un Nutri-Score. Ce Nutri-Score étant sur une échelle A, B, C, D, E, en tant A le meilleur nutritionnellement parlant et E le moins bien. Donc, cette échelle n'était pas assez
elle n'était pas suffisante au vu de certains consommateurs. Elle n'était pas suffisante pour eux. Du coup, cette application a été créée afin de noter sur une échelle de 1 à 100 chaque aliment. Et ensuite, en scannant cet aliment, nous pouvons savoir quel produit nocif pour la santé ou contre ou produits ou nutriments bons pour la santé, etc. Tous les détails de l'aliment en juste scannant dans un supermarché. De plus, depuis quelques mois, Yuka permet également d'afficher l'impact carbone avec un score également que cet aliment a subi pour arriver jusque dans vos assiettes. Donc, nous allons maintenant parler des solutions futures. Donc, tout d'abord, le supermarché, connecté. Déjà, qu'est-ce que c'est tout simplement? En fait, donc oui, je reprends. Le supermarché du futur ou le supermarché connecté. Donc en fait, le supermarché du futur, qu'est-ce que c'est déjà tout simplement? Donc en fait, ça va juste être un supermarché comme on le connaît, ou qui sera connecté, où il y aura plein de capteurs répartis à différents endroits qui nous permettront d'avoir des informations différentes. Ensuite, ce supermarché va permettre aux clients de faire leurs courses d'une façon beaucoup plus facile et rapide. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être un supermarché ultra connecté. C'est-à-dire que partout dans le magasin, vous aurez différents capteurs, différentes intelligences artificielles qui seront là pour communiquer avec vous. L'emplacement de chaque article, il sera par exemple indiqué sur une borne. Ensuite, lorsque l'on va prendre un article, n'importe quel article dans le magasin, on aura des miroirs connectés où on aura les informations de base sur le produit, donc c'est-à-dire d'où il vient, sa composition, par quel procédé technique ou chimique il a été mis en place, etc. Ce qui nous permettra d'être beaucoup plus transparent par rapport aux aliments que l'on consomme. Euh, Ensuite, ce supermarché, il sera équipé d'une multitude de capteurs. Donc, il y aura des capteurs qui permettront, par exemple, de savoir le stock en temps réel des aliments, de savoir si ces aliments sont disponibles ou non, de contacter les fournisseurs si jamais c'est nécessaire, etc. En plus de cela, ceux qui possèdent ces supermarchés auront, par exemple, des informations sur les habitudes alimentaires des clients, quel type de client commande quel type d'article, etc. Donc, ces supermarchés du futur, ils permettront d'avoir d'avoir des informations beaucoup plus précises sur les aliments que nous consommons et d'où ils viennent. Ensuite, ça va être aussi un gain de temps énorme pour l'usager. Pourquoi? Bah, parce que le grand principe des supermarchés connectés, ça va être de pouvoir tracer en temps direct les clients dans le supermarché. Donc en fait, ça va être d'avoir des clients, de pouvoir les repérer, les identifier, les associer à un numéro bancaire. Ensuite, on va créer leur panier en temps réel, etc. Et à la fin du magasin, quand ils sortent, le décompte sera tout simplement effectué sur leur compte bancaire. Ça va permettre aussi de suivre les clients dans le magasin pendant toute la durée, donc de voir un peu les, les habitudes des clients, quel type de client va aller voir quel rayon, etc. Et de plus, ça va aussi augmenter la sécurité de nos supermarchés, puisque effectivement, avec les caméras de sécurité, le vol sera beaucoup moins possible qu'actuellement. Ensuite, sur les supermarchés du futur, en fait, on a décidé de faire une petite slide sur les avantages et inconvénients, parce que ça nous paraissait intéressant. Donc, il y a plusieurs avantages. Déjà, ce supermarché, il pourrait être ouvert 24 heures sur 24 heures et 7 jours par semaine. Ça pourra permettre aux personnes qui ont des travails qui ne travaillent pas à des horaires normales, par exemple, de pouvoir y accéder sans souci. Ça va aussi permettre de pouvoir réduire les vols. Euh, Ensuite, on pourra aussi envisager de réaliser des promotions ciblées sur les clients et de cibler les clients directement. Ensuite, au niveau des inconvénients, ben, il y a des inconvénients qui sont assez logiques. Par exemple, l'acceptabilité par les clients.
Ça paraît assez compliqué aujourd'hui que ce soit accepté par la population d'être filmé durant tout leur parcours dans un supermarché. Donc il y a une question d'intrusion dans la vie privée. Donc l'intrusion dans la vie privée, ça peut être d'un point de vue moral, mais aussi avec les lois actuelles, notamment les lois européennes sur la RGPD. Et ensuite, l'une des principales difficultés de ces supermarchés, ça va être de garantir la sécurité des données. Car comme je vous l'ai dit, il y aura des données privées et très importantes sur le réseau. Donc il faudra s'assurer que ces données soient sécurisées à tout instant. Alors, au niveau des supermarchés du futur, il y a des visions qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a le marché que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le marché où le client rentre, le supermarché où le client rentre, et il n'a rien à faire juste à s'être enregistré une première fois et avoir renseigné ses identités bancaires. Ensuite, il y a Amazon qui développe de son côté un caddie connecté. Ce caddie connecté, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ça va être un assistant directement dans le supermarché. Donc il va vous suivre partout dans le magasin. Vous pourrez scanner un produit, ça vous donnera des informations sur celui-ci. Vous pourrez payer en direct depuis le caddie. Ce caddie, si vous cherchez quelque chose, il pourra vous amener à un endroit, etc. Donc ça, c'est le concept créé par Amazon et c'est deux visions qui s'opposent, deux visions qui sont possibles et qui même sûrement coexisteront dans le futur. Passons maintenant à la partie des potagers en libre service. Donc, tout d'abord, ce sera plus une solution à l'échelle d'un quartier que comme les supermarchés qui étaient une solution à l'échelle d'une ville. Donc, quel est le principe de ces potagers en libre service? Donc, ce seront des potagers connectés. Ce seront des potagers où les utilisateurs pourront venir récolter leurs légumes dans leur quartier. Ils pourront ainsi avoir plus de liens sociaux avec les habitants et avoir une agriculture qui sera plus de taille humaine, car maintenant, les agricultures sont plus des super agricultures avec des champs à des tailles qui ne suffisent pas seulement pour alimenter une ville, mais pour alimenter plusieurs villes, voire des pays, même exportés à l'étranger. Cela aura également un impact environnemental important, car en effet, il n'y aura plus de transport de marchandises qui seront transportés depuis d'autres pays, d'autres villes, etc. Ce seront directement les consommateurs qui viendront récolter leurs fruits et leurs légumes directement à quelques centaines de mètres de chez eux. Du coup, il y aura beaucoup moins une réduction de carbone par rapport aux fruits et légumes qu'ils viendront chercher. On a un problème de slide. Quoi? Non, normalement, il y avait un truc. Non, on avait un truc ici, mais... Bon, alors... Je vais la faire. Ouais, non, attends. Ah oui, bah du coup, là... L'objectif les enjeux qui seront répondus par cette solution seront les enjeux économiques et de malnutrition. Enjeux économiques, car en effet, les consommateurs non mais je le vois, mais je sais pourquoi ça vient un problème d'où, n'est-ce pas? Oui. Donc c'était pour cette slide représenter les enjeux. Donc c'était les enjeux économiques et les enjeux de malnutrition. En quoi ça répondrait aux enjeux économiques? Car ça reposerait sur un système d'abonnement ou sur un système de cotisation. Par exemple, pour un achat, vous pourrez payer moins cher vos fruits et légumes car il y aura réduction des coûts des transports, réduction du personnel qui entretient les supermarchés, etc. Ça vise à l'accessibilité des fruits et légumes pour tous. Donc, maintenant, dans cette partie, il y aura aussi la technologie au service de l'alimentation. Pourquoi
cette technologie va être au service de ses utilisateurs, car dans ces potagers, il y aura des capteurs afin de détecter et de récolter des informations sur les fruits et les légumes que les utilisateurs vont récolter. Par exemple, grâce à l'application et l'intelligence artificielle, nous pourrons savoir quel utilisateur a récolté pour cette semaine tel fruit ou légume, une poire, une carotte, etc., afin de composer un ensemble de recettes pour la semaine, pour lui proposer une alimentation saine et équilibrée. Passons maintenant au point de collecte. Donc, avant, nous avons vu les méthodes afin de consommer dans les supermarchés, les méthodes de consommation où nous allons chercher nous-mêmes nos aliments. Et le dernier point sont les restaurateurs qui créent votre nourriture et vos plats, qui vous créent vos plats. Donc, ce sera une solution à l'échelle d'une ville où les restaurateurs pourront remplir de différents plats, de types variés, etc. Des bornes comme celle-ci présentes en ville. Quels sont l'intérêt de ces bornes? En effet, nous avons dit précédemment que l'alimentation rapide était de plus en plus présente dans nos sociétés. Mais souvent, cette restauration rapide a également un impact avec une alimentation moins saine et moins équilibrée. Mais grâce à ces solutions, vous pourrez directement commander aller chercher des plats très rapidement, sains et équilibrés, stockés dans ces bornes qui vous délivreront en moins de temps que dans un fast-food, un plat sain et équilibré. Ces bornes pourraient être, par exemple, implémentées en entreprise, sur le parking de l'entreprise, dans un centre commercial, etc. Alors, je vais maintenant vous parler des chaînes d'approvisionnement. Comme on l'a dit avec Valentin depuis tout à l'heure, on a essayé de vous faire remarquer qu'on a de plus en plus de moyens de savoir qu'est-ce que l'on consomme. C'est bien beau de savoir qu'est-ce que l'on consomme, mais si derrière on ne change pas les moyens de produire et de quelle façon sont acheminés les produits, cela ne sert à rien. Donc comment on va pouvoir changer façon de produire et ces façons d'acheminer les aliments directement aux consommateurs, pardon. Donc pour ça, on pourra utiliser des capteurs tout au long de la chaîne de production. Ces capteurs, ils pourront nous donner des informations sur les produits, sur les transports des produits, sur par exemple par quel endroit passent les produits. Tout ça, grâce à ces informations, on va pouvoir, grâce à ces informations et l'intelligence artificielle, on va pouvoir optimiser les ressources. Comment on va faire? Eh bien, on va par exemple pouvoir lancer un algorithme qui va nous trouver des solutions par rapport à des circuits courts qui sont mal exploités, qui pourraient être mieux utilisés. Par exemple, on exporte notre maïs au Brésil alors qu'il y a un petit producteur à côté qui en a besoin, etc. Ça peut être des besoins comme ça qui ne sont pas aujourd'hui visibles à cause du manque d'informations sur les produits. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, le but ça va être vraiment de favoriser l'échange direct et de rapprocher le consommateur et le producteur. Donc d'avoir un circuit court qui va permettre à chacun de pouvoir aller chercher directement ses produits chez le producteur. Qu'est-ce que ça nous dit ça? En fait, ça nous dit qu'on va pouvoir avoir une gestion qui va être optimale des chaînes d'approvisionnement comparée à aujourd'hui. Et donc on pourra favoriser, grâce à ça, on va favoriser l'environnement, mais aussi l'économie et la santé des consommateurs. Alors, je vais vous parler rapidement de l'autosuffisance alimentaire. Parfait. Alors, l'autosuffisance alimentaire, en fait, on a décidé de faire un point sur ça parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aujourd'hui et c'est un peu un rêve pour une smart city. C'est-à-dire que c'est un peu «le Graal» entre guillemets. Donc, à quoi ça fait référence? Bah, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à pouvoir, subvenir à ses propres besoins. C'est-à-dire que, par exemple, la ville d'Arras, elle serait capable de produire tout ce qu'elle consomme. Elle ne ferait rien apporter.
Donc, c'est surtout à ne pas confondre avec la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est juste le fait que chaque citoyen puisse manger à sa faim et de façon. Alors, pour participer à l'autosuffisance alimentaire, déjà, l'agriculture urbaine, c'est un aspect essentiel. Les solutions qu'on a pu vous présenter avant, ou même des solutions vivrières, etc., peuvent permettre d'améliorer et de rendre ce rêve envisageable. Alors, vous me direz, c'est bien beau, mais dans quel but vouloir avoir une autosuffisance alimentaire? À quoi ça va servir? Bah déjà, il faut savoir qu'actuellement, en France, 75% de la nourriture qu'on consomme en ville, elle vient d'ailleurs, elle est importée. Donc ça peut être un pays étranger, le département voisin, etc. En tout cas, elle est importée. Donc ça pose de nombreux problèmes. Déjà, au niveau de l'environnement, tout simplement, l'empreinte carbone. Les aliments, forcément, s'ils viennent d'un pays étranger, ben ils vont ils vont voyager par, avion, etc. Donc avoir, une empreinte carbone beaucoup plus importante. Heu, ça va, heu, ça va poser des problèmes en termes d'enjeux sanitaires. Alors en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que demain, si on si on met 100% des produits qu'on importe sur un producteur, si ce producteur, il a un problème sanitaire dans son exploitation, ça peut par exemple être comme dans les années 2000, la vache folle par exemple, qui avait tué des tas de productions en France. Eh bien, dans ces cas-là, ça pose un gros problème parce qu'on ne peut ne plus être sûr de pouvoir assurer la sécurité alimentaire de sa population. Ensuite, ça a des problèmes aussi parce que ça augmente les coûts de production, tout simplement, car plus de transport, plus de coûts de production. Donc, on en a déduit qu'il y avait de nombreux avantages si demain, l'autosuffisance alimentaire, les villes y parvenaient. Bah, ça amènerait des prix plus justes, ça réduirait l'empreinte carbone comme je viens de vous le dire. Les coûts de production seraient forcément drastiquement diminués et ça assurait une sécurité alimentaire pour tous. Alors, maintenant je vais faire une rapide, une rapide conclusion sur est-ce que c'est toujours une utopie ou pas? Alors déjà pour commencer, on peut voir ce petit graphique. Donc c'est un graphique qui représente, la région, Hauts-de-France. Enfin, c'était encore à l'époque où c'était le Nord-Pas-de-Calais, mais voilà. Donc on peut voir que par exemple la région Hauts-de-France, elle produit 200 du blé qu'elle consomme. C'est-à-dire que pour une personne qui mange, une portion de blé, on en produit 2 dans les Hauts-de-France. Malgré cela, on peut voir que pour les pommes de terre, par exemple, ça passe à 24 pour la viande, c'est à 1. Dans ces cas-là, on peut se dire: «Comment est-ce qu'on peut rendre, autosuffisant une ville si elle ne produit qu'1 de la viande qu'elle consomme?» Alors ça passerait par des changements dans les moyens de consommation, dans les habitudes alimentaires des habitants et par une révolution, industrielle, dans ces villes et par, l'utilisation, comme on a essayé de le démontrer dans cette, présentation, de solutions qui vont permettre de de gagner de l'espace, en ville. Donc, comme je viens de le dire, il y a un manque d'espace dans les villes, même si la planification urbaine, elle a pas mal changé cela, il y a toujours ce problème. Un manque d'argent parce que ça demande un très grand investissement, même si sur le temps, ce serait plus rentable que de faire importer tous les produits. Sur le coup, ça va demander un investissement très important. Ensuite, il y a tout simplement un manque de volonté des politiques, actuelles et aussi des acteurs du milieu qui n'ont tout simplement pas, la volonté et qui ne peuvent aussi pas forcément, réaliser cela. Ensuite, malgré cela, même si pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît quasiment, impossible avec les éléments qu'on vient de vous montrer, il y a quand même quelques exemples qui nous permettent, d'avoir de l'espoir. Par exemple, le Salvador. Donc, le Salvador, qui est un pays d'Amérique latine, qui est assez pauvre. Ce pays,
il a dit il y a une dizaine d'années qu'ils arrêtaient les produits phytosanitaires. Donc les produits phytosanitaires, qu'est-ce que c'est? C'est les produits au glyphosate. Ça va par exemple être Monsanto qu'on entend souvent à la télévision et qui a pas mal d'histoires en France avec des cancers qu'ils auraient causés. Ensuite, le but de cela et comment Salvador a réussi à parvenir à quasiment réussir à l'autosuffisance alimentaire, et ben c'est tout simplement en promouvant l'agriculture locale, l'agriculture familiale, comme des siècles auparavant. Depuis que le Salvador a mis en place cette nouvelle politique alimentaire, leurs productions, elles ont tout simplement triplé dans les domaines du maïs et de l'haricot, et ils espèrent utopiquement pouvoir être autosuffisants alimentaires dans les prochaines années. Voilà. Donc, nous passons à la conclusion. Donc, qu'est-ce que cette conférence nous a permis de répondre? Cette conférence a permis de mettre en avant en quoi l'alimentation est un sujet clé dans les années qui vont suivre pour les Smart Cities. Comment la technologie va-t-elle pouvoir être au service de l'alimentation? De plus, nous avons aussi mis en avant certaines limites, comme les limites économiques, les limites politiques. Et enfin, le but était d'augmenter la confiance des consommateurs vis-à-vis de leur environnement et de la qualité de leurs aliments. Merci de votre attention. Avez-vous des questions? C'est bon, on m'entend, super. Merci Thibaut, merci Valentin pour cette présentation. Avec ces petits problèmes techniques, on s'excuse encore. Il y a quelques questions dans le chat, on va commencer par celle-ci. Comment former les habitants de la ville de demain aux bonnes façons de s'alimenter? Donc, on peut déjà répondre à cette question. Comme l'OMS, on a vu qu'elle avait fait des recommandations qui sont dans des pubs. Donc, c'est pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand je regardais les dessins animés à la télé, entre chaque pub, il y avait des recommandations faites par l'OMS grâce au gouvernement, qui étaient des spots publicitaires sur manger 5 fruits et légumes, etc. Donc, ce sont des recommandations qui doivent être introduites dès le plus jeune âge pour que ça rentre dans l'inconscient collectif. Après, un autre point qui pourrait aussi peut-être être amélioré et sur lequel il y a peut-être du travail à faire, ce serait aussi d'apporter de l'alimentation dès le plus jeune âge à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend jamais. Moi, j'ai jamais eu de cours sur qu'est-ce que une bonne façon de manger ou etc. Et je pense que c'est aussi un axe assez important qui pourrait être amélioré. Merci beaucoup pour vos précisions. Il y a une autre petite question sur la santé. Donc, quel est l'intérêt du est-ce que l'intérêt du potager semble une possibilité dans le monde de demain? Cependant, pensez-vous que l'aspect connecté peut rester sain pour la production de légumes? Pour nous, ça permettrait justement d'apporter d'être encore plus sain et d'apporter de la confiance aux consommateurs en fait. C'est vraiment ça le but du potager collectif, c'est que l'utilisateur il va directement aller chercher dans le potager sa récolte ou alors par des personnes de confiance et autres. Et donc ça va lui permettre vraiment de s'assurer qu'il mange des produits sains, oui. Mais du coup, la technologie dans ces potagers, ça va permettre de garantir que les légumes ont été, par exemple, n'ont été faits biologiquement, qu'ils n'ont pas eu d'engrais, etc. Quels produits ont été utilisés, et tout ça, sans la technologie, dans un potager tel qu'on peut trouver dans les jardins, il y a souvent peu d'indications, à part la personne qui s'occupe de ce potager. Peu de personnes peuvent trouver cette information sans l'agriculteur. Mais là, je pense dans la question, c'est plus le côté ajout de connectivité, ajout de capteurs, ajout de comment dire, d'ondes, et je pense que c'est ça qui fait que ça soit pas sain. Je pense que c'est ça la réelle problématique. Pour moi, la technologie, c'est pas un frein. Au Mhm. contraire, ce serait plus. En fait, ça doit aller avec son temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, ça semble assez peu possible d'avoir avec plein de capteurs un jardin qui soit aussi sain qu'un jardin sans
demain avec... Pardon? On s'excuse encore, quelques problèmes techniques. Je... C'est bon? C'est bon? Ok. Donc j'espère qu'on m'entend mieux. Donc je disais, pour moi, la technologie, ce serait pas un frein. La technologie, elle avance au fil des années, et je pense que demain, je vois pas pourquoi, avec par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, avec les batteryless, etc., je vois pas pourquoi on n'aurait pas des, qui seraient des moyens techniques qui seraient quasiment neutres énergétiquement parlant, et qui pourraient nous apporter ces informations. Donc ce serait plus que utiliser des énergies vertes Ouais. pour utiliser ces capteurs. Ok, très bien. Donc une autre question. Pensez-vous que faire la promotion des applications telles que Yuka permettra de responsabiliser les populations dans une ville connectée? Bah, bien sûr. Enfin, je veux dire, aujourd'hui avec Yuka, depuis que Yuka est sorti, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la composition de leurs aliments, à ce qu'ils mangent. Si vous pouvez expliquer pour les personnes ne connaissant pas Yuka. Alors Yuka, c'est une application où on va dans un supermarché, on scanne un aliment, ça nous donne une note de 0 à 100. Ça nous dit les produits interdits, enfin les produits qui ne sont pas conseillés pour la santé, etc., les produits cancérigènes. Ensuite, on a aussi maintenant, depuis 2-3 mois, une note sur l'empreinte carbone. Sur l'empreinte carbone, oui, Ouais. menée par le président. Tout ça, ça va nous permettre de savoir, enfin, ça va nous permettre de nous assurer qu'on va manger quelque chose de sain et qui a respecté l'environnement. Mais est-ce que ça n'apporte pas un climat assez anxiogène sur le fait de manger, du coup? De faire ses courses, est-ce que ça ne vient pas un peu... on devient pas un peu... comment dirais-je... anxieux de faire ses courses, être un peu stressé sur sa santé, sur se devenir tout le temps en train de surveiller? C'est une question ouverte. Hein. Non, je la comprends. Après, Yuka, ils ont par exemple, quand on scanne un aliment, qu'on trouve qu'il est vraiment mauvais pour la santé, ça va nous proposer des aliments qui sont identiques, qui ont le même goût par exemple, mais qui sont bien meilleurs pour la santé. Donc il y a toujours un moyen de trouver une autre façon de faire, et je pense pas que ce soit un frein. Au contraire, ça va aider tout le monde à se responsabiliser et à comprendre que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Ça peut permettre une remise en question de son alimentation. Quand on commence à scanner sur une dizaine d'articles, on voit que celles qu'on prend habituellement, il y a beaucoup de produits dangereux pour la santé dans ces aliments. On peut se dire que tiens, il faudrait peut-être que je change mon alimentation actuelle, car ça pourrait avoir des dangers dans mon futur, sur ma santé. Donc c'est plus un guide et non des règles à imposer. Ouais, totalement. sur Moi, je le vois l'alimentation. plus comme ça. Enfin, D'accord. ouais, si. Donc une aide au quotidien, quoi. Ouais, une aide au quotidien, et aussi ça ouvre les yeux en fait. Ça permet de comprendre que, enfin, je veux dire, avant d'utiliser Yuka, tu prends des dizaines de trucs, tu te rends même pas compte de ce qu'il y a derrière. Oui, Là, c'est tu vrai. commences à scanner tes aliments et tu vois qu'en fait, il y a des produits phytosanitaires, il y a plein de glyphosate dedans, et donc à partir de ce moment-là, ouais, je pense que ça ouvre les yeux et ça permet de réfléchir, ouais, sur l'alimentation. Très bien, merci. Merci à vous. Attends, il y a encore une autre question. Les régimes alimentaires comme le végétarisme semblent répondre aux enjeux alimentaires et environnementaux. Donc devrions-nous être plus encouragés à se tourner vers ce genre de solutions? Oui. Après, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer non plus. C'est pas. Je pense qu'après, rien n'empêche tout le monde d'être flexitarien demain et de manger, de vouloir manger pour respecter la planète et respecter ce qu'il y a autour de lui. Mais après, on ne peut pas imposer à quelqu'un de ne plus manger de viande. C'est quelque chose qui est dans notre nature aussi. Donc, je pense pas que ce soit une fin en soi. Je pense pas que tout le monde deviendra végétarien. Mais effectivement, c'est les personnes qui le sont, je pense que c'est bénéfique pour ça, pour l'environnement. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Une autre question vient d'apparaître. Pensez-vous que la crise sanitaire va influencer notre façon de consommer? On a pu le voir pendant la crise sanitaire, notamment avec l'explosion des drives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup plus de personnes ont commencé à commander en drive au lieu de se rendre dans les magasins. Donc c'est sûr qu'une crise sanitaire, ça va avoir des impacts
ça va avoir des impacts partout sur notre alimentation. On a aussi vu par exemple des pénuries de farine, des pénuries d'œufs. Donc on voit bien que cette crise sanitaire a eu beaucoup d'impact sur notre alimentation au quotidien. Ça a posé des questions à beaucoup de monde sur comment est-ce que les produits sont amenés par exemple en France, etc. Et aussi, un autre truc, c'est que avant la crise sanitaire, il y avait beaucoup d'applications du style Uber Eats, etc., que vous devez connaître, qui se développaient. Et aujourd'hui, ce qu'on voit plus prendre le pas, c'est des restaurateurs qui eux-mêmes proposent sans passer par des applications tierces, etc. Et donc, ça rapproche encore plus le producteur et le consommateur. Et donc, pour moi, ça peut favoriser l'avancée de tout ça, ouais. Après, on peut voir aussi comment dire, la mise en exposition justement, des services de livraison comme ça qui aident un peu les restaurateurs dans ce contexte actuel avec le Click and Connect qui favorise par ça. Donc, on a aussi le support des grosses entreprises comme ça. Hein. Donc, je vous rejoins sur le fait que ça va changer un peu les choses et les mentalités aussi. Hein. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, après VL décalage, etc. Merci messieurs pour cette conférence et ces réponses. C'est un débat très intéressant qu'on pourrait continuer des heures, hein. Mais malheureusement on est tenu par les délais. Voilà, on fait une petite pause de quelques minutes et puis on se retrouve pour la prochaine conférence. Merci beaucoup. Merci et bonne conférence.